Je poursuis mon exposé consacré à l'évolution de la conscience et au forum qui s'est tenu le 12 octobre à la Sorbonne-Malesherbes à Paris, dans un esprit, bien entendu, qui m'est propre, qui ne saurait être étranger à la question de l'astrologie et de la psychologie. Et ce mot de conscience, ça nous renvoie aussi, du point de vue de l'astrologie, à la conscience du cosmos, à la conscience des signes cosmiques. Et cela, effectivement, est un point qui est souvent négligé par les astrologues eux-mêmes, qui considèrent que les astres agissent sur nous, que nous en soyons conscients ou pas. Et par conséquent, même si on ne les voit pas, même si on ne les voyait pas dans l'Antiquité, j'en parle d'Uranus, Neptune, Pluton, Cérès, Chiron, et j'en passe, ils devaient quand même agir sur nous à notre insu, en quelque sorte. Alors, je crois que sur ce point, il faut être assez précis. Indiscutablement, je pense que la connaissance de l'astronomie et de l'observation du ciel n'est pas une nécessité pour que l'astrologie existe aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans un monde où, effectivement, le ciel paradoxalement, est extrêmement présent dans notre regard sur les étoiles et les planètes. Il l'est à d'autres niveaux, mais enfin, le nombre de gens qui savent situer les planètes dans le ciel ou les étoiles, les constellations, est quand même assez restreint. Mais on ne peut pas, et là on passe à la notion de l'inconscient, qui n'est pas complètement sans rapport avec la notion de conscience, parce qu'en quelque part, l'inconscient c'est aussi une conscience dont on n'a pas conscience, en quelque sorte. Et je crois qu'effectivement, le postulat qui est sous-jacent à l'astrologie, c'est que nous sommes conscients, sans l'être, de certains signaux cosmiques. Mais ça signifie aussi que nous sommes donc des récepteurs. Parce que être conscient, c'est aussi être récepteur et réceptif. Ça veut dire capter quelque chose. Bon, et sans que ça renvoie nécessairement à la science. Mais en tout cas, c'est une science, alors qu'on dit science sans conscience. Bon, ça c'est un cliché, n'est que ruine de l'âme. Mais je veux dire par là que c'est intéressant, c'est une science, mais qui fait partie de notre propre système intérieur. Or, c'est un peu ça dont il s'agit de l'astrologie. L'astrologie est une sorte de greffe que l'humanité a reçue il y a quelques millénaires, et cette greffe fait que nous sommes quelque part dépendants de certains signaux cosmiques. L'humanité a besoin de ces signaux cosmiques pour fonctionner pleinement. Et quand ces signaux cosmiques font défaut, quand il y a une sorte d'éclipse des signaux cosmiques, eh bien à ce moment-là, les choses se détériorent, les choses s'ébranlent, les choses s'effondrent. Un peu comme la tour de Babel. Et récemment, j'écrivais un rapprochement sur 2001 et 2008, à 7 ans d'intervalle, puisque l'astropsychologie travaille sur un cycle de 7 ans, avec des phénomènes qui sont semblables quand ils sont au même point, dans chaque cas du même cycle de 7 ans. 2001-2008, ça correspond dans les deux cas à une faillite organisationnelle. Faillite de l'organisation sécuritaire en 2001, faillite de l'organisation financière en 2008. Et pour l'astropsychologie, toutes les faillites se ressemblent et sont du même ordre. C'est-à-dire que ce sont des faillites de systémique. Et le système ne fonctionne que s'il embrasse, et comme on dit, qui trop embrasse mal les trains, s'il embrasse un grand nombre de facteurs et s'il est extrêmement vigilant. Et dès que cette vigilance, dès que de ce contrôle des allées et venues faiblit, décline, eh bien il y a des dysfonctionnements qui peuvent être extrêmement graves et qui font qu'il y a des failles et que certaines personnes profitent de ces failles pour justement envoyer des avions sur les Twin Towers ou bien pour réaliser des opérations financières, bancaires très, très discutables, très douteuses, etc. Donc il y a toujours à l'affût des failles, il y a toujours des forces qui sont là pour en profiter.
moi je trouve que j'ai une démarche assez dualistique là-dessus, et que bah, parfois même je vais jusqu'à employer des notions de diabolique pour annoncer cette espèce de... Parce que j'ai beaucoup travaillé en tant qu'historien du prophétisme sur la notion du diable, sur la notion de l'antéchrist. Donc on sait qu'il y a effectivement une tradition très ancienne qui veut qu'à certains moments on déchaîne le diable. Pour un temps limité, mais on le laisse faire, ce qu'on voit aussi d'ailleurs au livre de Job. Et il y a en effet des moments où le système est en dysfonctionnement. Mais ce dysfonctionnement, il est prévisible par l'astrocyclologie. L'astrocyclologie peut prévoir ses propres dysfonctionnements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un lâcher-prise, le système est en roue libre, et il peut se passer des choses. C'est une période à risque, c'est un peu comme la nuit, si on peut dire. Il y a une période nocturne et qui fait qu'il n'y a pas la même vigilance, la même attention, la même acuité de perception. On en arrive à certaines théories que je voudrais exposer et qui sont effectivement assez particulières sur la façon dont les êtres humains sont réceptifs aux signaux cosmiques. Alors déjà, que ce soit bien clair, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une influence des astres au niveau de leur rayonnement. Il y a une instrumentalisation des astres, tout à fait différente. C'est-à-dire qu'il y a des signaux qui ne sont pas liés à la nature de l'astre lui-même, mais qui sont liés à des configurations. Ce sont les configurations qui sont signifiantes en astrologie et non pas les planètes elles-mêmes. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on avait déjà comprise avec Armand Barbeau et André Barbeau au niveau de la notion de cycle planétaire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le cycle, c'est la combinatoire de deux facteurs qui fait sens en astrologie, et non pas le facteur en lui-même. C'est l'éloignement des facteurs ou leur rapprochement qui fait sens en astrologie. Alors maintenant, il y a un autre débat, de savoir quels sont les facteurs qu'on va relier ou considérer ensemble. Ça, évidemment, l'astrocyclologie n'adopte pas la théorie du biplanétarisme des frères Barbeau, mais le principe sur lequel c'est l'aspect, c'est l'intervalle qui va évoluer, et c'est l'évolution de cet intervalle qui est signifiante et qui fait sens en astrologie, et non pas la nature de la planète. On arrive à peu près à cela déjà donc depuis les années 40 du siècle dernier, avec beaucoup évidemment d'allées et venues et d'hésitation de la part des uns et des autres au vu des événements. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Mais effectivement, c'est pour ça que la notion de signal me paraît très intéressante, c'est-à-dire que c'est au sens pavlovien du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait que la planète A, si on prend le facteur A et le facteur B soient conjoints, ou au contraire séparés par 120 degrés, par 180 degrés, par 45 degrés, enfin peu importe, Kepler avait bien compris d'ailleurs toute l'importance des aspects, il y a 400 ans, enfin il en avait fait d'autres usages, mais il avait bien compris cette priorité intuitivement. Effectivement, c'est l'intervalle qui fait la différence. Chaque aspect correspond à une tonalité différente, à une musique différente. Et c'est l'aspect qui fait sens et non pas la planète. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 planètes. Il suffit de découper le cycle de la planète en rapport avec un autre facteur qui en astrocyclologie est une étoile, qui en astrologie classique mondiale est une autre planète. On ne reviendra pas là-dessus. Il suffit de diviser, de subdiviser le cycle pour qu'on ait des significations successives qui sont parfois extrêmement différentes les unes des autres. Donc une même planète peut avoir des significations extrêmement différentes selon sa place par rapport à l'autre planète avec laquelle elle est en dialectique. Et à ce sujet, j'aurais quand même insisté sur le fait qu'effectivement, il y a une incompatibilité d'une certaine manière entre la philosophie et l'astronomie, ou si l'on préfère,
l'astronomie n'est pas une aide véritablement sérieuse à la philosophie. Parce qu'en philosophie, on peut opposer deux concepts. On peut par exemple opposer la guerre et la paix, par exemple, je ne sais pas si c'est une notion philosophique évidente, mais en tout cas, on peut opposer A et B, mais on n'a pas à dire qu'il y a une planète A et une planète B. B correspondant à la valeur opposée à celle de A. Parce qu'à ce moment-là, on aura des planètes qui auront leur propre mouvement, différent, chacune aura son propre mouvement, et on aura donc une relation A et B qui sera totalement erratique et aléatoire, et qui n'aura rien à voir avec la rigueur philosophique qu'on est censé attendre de la réflexion. Donc, si par exemple Mars est l'opposé de Vénus, un exemple simple, il n'est pas question qu'il y ait une planète Mars et une planète Vénus. Parce que quand Mars est dans son propre système, à un moment donné, il va être en période de faiblesse cyclique, et cette faiblesse cyclique, quelque part, renvoie à Vénus, et inversement. Donc on n'a pas, quand il y a des concepts qui s'opposent, il est complètement aberrant de croire qu'on va les représenter par deux planètes différentes qui ont chacune leur vitesse de révolution et qui tantôt vont être conjointes, tantôt vont être opposées. Qu'est-ce que c'est qu'une dialectique où les deux facteurs sont conjoints? Or, c'est tout à fait au cœur même de l'astrologie, donc c'est incompatible avec l'astronomie. L'astronomie doit apporter à la philosophie très peu de choses. C'est presque homéopathique ce que l'astronomie peut apporter à l'astrologie. Et donc, il y a eu des astronomes qui ont abusé de cette relation avec l'astrologie et qui ont voulu créer une astrologie très proche de l'astronomie. Et c'est contre cela que l'astropsychologie se place. Et donc ça c'est un point. Alors comment perçoit-on, comment peut-on être conscient de ces signaux? Bon, dans le cas de Pavlov, bon, ben, c'est clair, il a le signal devant lui qui va le faire saliver ou pas, selon que l'image est plus ou moins exacte, ou se rapproche de l'image idéale, ou s'en éloigne, etc. Mais c'est tout à fait ça. La seule différence, c'est que si nous sommes des chiens de Pavlov, notre perception, elle est beaucoup plus fine, puisqu'il ne s'agit pas de percevoir un objet qui est à quelques mètres de nous, mais de percevoir ce qui se passe à des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes, et sans qu'on les voie. Donc nous serions équipés d'une sorte de radar, en fin de compte, de scanner, qui nous permettrait de voir des choses au-delà de notre propre vision, en quelque sorte. Ce qui ne veut pas dire pour autant que j'accepte l'idée de planètes invisibles, mais il faut qu'elles soient visibles par le corps, mais pas forcément par la conscience, ou par une conscience qui n'est pas l'inconscience au premier degré. Et de ce côté-là, moi je considère que, je vais tenir un raisonnement qui va paraître être un peu sophistique, mais je considère qu'effectivement, si la conjonction implique, comme je le pense, une idée de centralité et de recentrage, elle n'a pas besoin d'un grand nombre de centres. Et donc il suffit de quelques personnages pour assumer cette nécessité de centralité. Donc il n'est pas question qu'il y ait un nombre infini de centres. Donc si l'astrologie nous parle de centres, de personnages centraux, qui vont, par leur rayonnement, par leur magnétisme, rassembler autour d'eux, il est clair que s'il y a des millions de personnages centraux, ça ne veut plus rien dire. Et c'est ce qu'on oublie beaucoup dans notre simulation. On s'aperçoit bien que tout le monde ne peut pas être général, tout le monde ne peut pas être au centre. Centre de quoi? Roitelé dans un petit coin, dans sa petite famille peut-être, mais c'est tout. Donc effectivement, ces personnages centraux, ce sont en quelque sorte les seuls, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le droit divin, ce sont les seuls qui sont capables de capter les énergies. Donc en fin de compte, d'après l'astropsychologie, il n'y aurait qu'une toute petite minorité de la population humaine qui capterait les signaux cosmiques, mais cette petite minorité rayonnerait à son tour sur l'ensemble de la population terrestre. Donc l'idée selon laquelle nous serions tous soumis aux astres directement est une idée totalement regrettable, tout comme l'idée que tout ce qui est dit dans le cosmos, dans le système solaire, nous concernerait, est tout aussi regrettable. Et donc les faits de faire des thèmes astro pour chaque individu
n'est pas accepté du point de vue de l'astrocyclologie en tout cas. Donc c'est pour ça, pour dire qu'effectivement l'astrocyclologie offre de l'astrologie une image totalement différente et qui, à mon avis, ne va pas provoquer les mêmes réactions, les mêmes rejets ou la même indifférence et la même ignorance que l'astrologie traditionnelle. Elle est beaucoup plus acceptable, beaucoup plus maniable, beaucoup plus compréhensible rapidement. Chacun peut la maîtriser, chacun peut l'utiliser sans passer par la traduction, par l'interprétation de l'astrologue. Ça signifie quoi, cette conscience? Ça signifie, et ça évidemment c'est un volet qui n'a pas été traité cette année en tout cas par le forum de l'évolution de la conscience. Or, quelque part, l'évolution de la conscience, c'est aussi ce qui nous permet d'être plus conscients des signaux cosmiques, précisément. Il faut bien comprendre que si nous voulons être conscients de la façon dont les signaux cosmiques qui nous concernent sont en place, se mettent en place, se rapprochent de la conjonction, s'éloignent de la conjonction, etc., comment faire? Admettons même que nous captions tout cela, et nous allons capter la totalité du cosmos, la totalité du système solaire. Et il va nous falloir suivre et repérer dans cet ensemble les facteurs qui sont signifiants pour nous. Hein? Il faut d'abord les isoler, séparer le bon grain de l'ivraie. L'ivraie étant toutes les planètes qui n'ont pas d'utilité en tant que signaux, parce que l'humanité n'en a pas jugé ainsi. Parce que tout simplement, c'est l'humanité qui décide finalement de ce dont elle veut être consciente ou pas. Hein? Et on ne va pas la forcer à être consciente et à prendre en considération des notions qu'elle a mis de côté. Parce que tout simplement, elles sont superflues, elles sont superfédatoires, elles créeraient de la confusion et comme de l'anarchie si on devait les considérer aussi. Alors effectivement, ma thèse, c'est que, et peut-être qu'un jour on s'en apercevra, que parmi nous, il y a quelques personnages comme cela qui ont une faculté de conscientisation des signaux cosmiques significatifs tout à fait extraordinaire, tout à fait remarquable. Et ça pourrait se faire au niveau des neurosciences, au moment où la conjonction, par exemple, de Saturne avec une des 4 étoiles fixes qui se produit, royale, conjonction qui se produit tous les 7 ans environ, eh bien, il faudrait vérifier en mettant des appareils, des systèmes de mesure du cerveau, si à ces moments-là, certaines personnes ne connaissent pas une suractivation ou une activation de certaines zones. Et là, on aurait effectivement une preuve de l'astrologie tout à fait remarquable, même si ça ne devait concerner qu'une toute petite population, parce que peu importe. Admettons même qu'il n'y ait qu'1 million de personnes dans le monde qui perçoivent ces signaux, et bien, si on arrive à montrer que certaines personnes les perçoivent, moi j'ai absolument aucun besoin de supposer que tout le monde perçoit ces signaux. C'est absolument pas nécessaire à mon modèle. Ça ne servirait à rien du tout. D'ailleurs, Michel Gauquelin, dans ses statistiques, fait un travail aussi sur une élite professionnelle, sur ceux qui sont les plus élevés dans la hiérarchie de leur métier, et considérer d'ailleurs que des personnes qui sont moins avancées, moins évidentes dans leur carrière, ne sont pas significatives au niveau, au niveau du cosmos, au niveau des signes cosmiques. Donc effectivement, il y aurait peut-être des filiations, d'où toute cette mythologie des dynasties, des peuples comme ça qui tiennent absolument à leur filiation et qui renverraient effectivement à une population particulière qui serait un peu les grands prêtres, qui auraient pour tâche justement d'être l'interface entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, à travers justement ce système de signaux cosmiques très particulier et très simple en fin de compte, mais simple en soi, mais encore faut-il pouvoir le capter, et encore faut-il pouvoir le repérer et le faire apparaître dans l'ensemble du cosmos.
puisque c'est comme quand vous cherchez quelqu'un dans une foule, ben, vous n'allez pas vous polariser sur cette personne-là, il faut encore la trouver, et pour la trouver, ben, il faut regarder un peu tout ce qui se passe, et ce n'est que petit à petit qu'on peut arriver à se focaliser sur la personne que l'on recherche. Ben, c'est à peu près, à mon avis, ce qui se passe au niveau cosmique. Alors peut-être que les personnes qui ont une sensibilité cosmique particulière ont un thème astral qui correspond aussi à cette espèce de précision des configurations. C'est une piste, et de là, à cause que le thème natal nous représente notre psychologie, il y a un fossé que je ne franchirai certainement pas. Donc, nous sommes tous des Saturniens, ce que j'appelle des Saturnostellaires, par procuration ou directement. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est justement, comme je le faisais allusion dans mon premier entretien, au niveau des conseils entreprises, conseils matrimoniaux, conseils de gestion, etc., comprendre qu'il y a des moments clés dans le cycle de 7 ans, c'est-à-dire Saturne divisé par 4, c'est-à-dire 28 divisé par 4, ça fait 7. Il y a des moments clés qui sont des moments où on a une sorte, on sort de la phase conjonctionnelle, parce que Saturne s'éloigne beaucoup trop de sa conjonction de l'étoile fixe, ou alors au contraire, il se rapproche petit à petit de cette phase conjonctionnelle, et tout ça, ça crée beaucoup de perturbations. Et les personnes qui sont bien évidemment particulièrement marquées par Saturne, et donc qui sont vraiment les Saturno-solaires par excellence, au premier degré, ces personnes-là vivent très fortement ces passages. Parce qu'ils sont constamment dans un processus de rechargement avec la conjonction et de déchargement quand la conjonction n'est plus active, c'est-à-dire quand l'intervalle entre Saturne et la conjonction fait que le signal pavlovien est de plus en plus imprécis et imperceptible. Donc il suffit d'attendre le moment, ces moments qui se produisent tous les 7 ans, de sortie de la phase nocturne de Saturne, la phase disruptive, comme je dis d'habitude, ce moment qui correspond en astrologie à peu près à la sortie du signe cardinal, fin signe cardinal, début signe fixe. Il y en a 4 signes cardinaux, 4 signes fixes, comme il y a 4 phases de Saturne. C'est pas moi qui les ai inventés, ça fait partie de la tradition astrologique, qu'on appelle aussi les modes, ou en astrologie hindoue les gunas. Donc effectivement, chaque fois que Saturne sort de cette espèce de fond du ciel, cette espèce de nocturne, de champ nocturne, où les choses sont, tous les chats sont gris en quelque sorte, et bien à ce moment-là, il y a une reprise en main de la société par ces personnages-là, qui pendant la période nocturne étaient en plus en hibernation. Donc ils ne jouaient plus leur rôle, et donc ils laissaient la place à des personnages beaucoup plus moyens, beaucoup plus médiocres. Là, tout d'un coup, le Saturno-stellaire se réveille, reprend sa dynamique, et là, remet les choses à leur juste place, et remet les gens à leur place. Et à ce moment-là, il reprend le pouvoir, il reprend un pouvoir aussi extensif que possible, de façon à introduire une centralité aussi large que possible, et ça permet d'unifier l'humanité, de l'unifier d'ailleurs notamment par la nouveauté, car le meilleur moyen d'unifier une société, c'est d'introduire une nouveauté qui oblige tout le monde à se remettre en question, et qui évite que des gens se cristallisent sur un savoir-faire révolu et caduque, qui ne serait partagé que par une élite, alors qu'effectivement, il faut aussi que les nouveaux venus puissent en profiter. Et là, on retombe dans cette fameuse question que j'ai abordée tout à l'heure de la jeunesse. La jeunesse n'aime pas l'idée que des gens se présentent en disant « Vous savez, j'ai fait 20 ans d'astrologie, je sais des tas de choses, je sais quoi. » Non. Aujourd'hui, on n'accepte plus ce genre de choses. Que quelqu'un ait une expérience, très bien, mais qu'il sache la communiquer, et qu'il la communique, et que cette communication soit aussi simple et aussi accessible que possible. Il n'est pas question qu'il garde le pouvoir. Le processus de la technologie, c'est une transmission des connaissances. C'est un transfert de données.
Un technicien, c'est pas quelqu'un qui garde les techniques pour lui-même. C'est quelqu'un qui les met à la disposition de tous. Or, en astrologie, c'est pas comme ça que ça se passe. En astrologie, le technicien, il monopolise le savoir. Et il ne le donne qu'au compte-gouttes, par ponction comme ça, assez éloignées les unes des autres. Je rappelle que la consultation en astrologie se fait généralement une seule fois, quitte à ce qu'on se retrouve à peu près une fois par an ou je ne sais pas quand. Bon. Donc effectivement, il y aurait une sorte de hiérarchie avec au sommet quelques personnages qui capteraient les énergies cosmiques et qui les transmettraient, et non pas l'idée, comme on le dit aujourd'hui en astrologie traditionnelle, de milliards de gens qui captent tous les énergies et qui sont tous des centres, et on va étudier, grâce au thème astral, la prénatale, leur centralité personnelle. Ça a été la grande erreur de Dan Rudyard, un des grands astrologues français émigré aux États-Unis, qui s'appelait Daniel Chenevière, et donc qui est mort en 1985, et bon, qui lui imaginait que nous étions tous des créateurs, et que nous avions donc tous droit à un thème astral. Enfin, il a pris exactement le contre-pied ou c'est moi qui prends le contre-pied de son propos, peu importe d'ailleurs. Et donc nous avons là effectivement une hiérarchie, un système qui montre que on ne peut pas fonctionner sur une seule dialectique, sur un seul pôle. Il y a une dialectique. Il y a une dialectique qui est une alternance, une dualité entre la monarchie, le pouvoir et le peuple. Et de temps en temps, le peuple reprend le pouvoir lorsque la monarchie est en éclipse. Et ce pouvoir, évidemment, donne lieu à des phénomènes comme la Révolution française, qui se produit en phase disruptive, justement, en 1789, et bien d'autres exemples qu'on pourrait fournir, 1848 d'ailleurs, et à 60 ans d'intervalle, ce qui est 60 ans correspondant à 2 cycles de Saturne. Et donc il y a effectivement cette dialectique. Alors l'astrologie, elle est de quel côté? Ben, l'astrologie, elle est du côté du manche, je dirais plutôt, enfin elle est du côté du pouvoir. Elle n'est pas du côté du peuple. Parce que quand je dis l'astrologie, c'est une expression qui peut prêter à confusion. L'astrologie, c'est à la fois une science, c'est aussi une réalité en soi. Donc, quand je dis l'astrologie, je dis que le système astrologique n'est pas bâti pour favoriser le peuple. Il est bâti au contraire pour le contrôler, et c'est un peu comme le talon d'Achille, il a une fragilité à un certain moment de son processus, fragilité qui permet au peuple de reprendre le pouvoir, aux femmes de reprendre le pouvoir, et de revenir à un état antérieur à l'instauration de l'astrologie, parce que tout est là. En fait. L'astrologie, elle n'est pas née avec l'humanité. L'astrologie, elle correspond à un état qui s'est instauré très tardivement dans l'histoire de l'humanité, et donc par conséquent, il y a une humanité antérieure qui, quand l'astrologie est en blocage, eh bien cette humanité antérieure, elle reprend le poil de la bête, et elle essaye de revenir à cet état antérieur à l'astrologie qui a instauré justement cette domination qui, entre parenthèses, est au cœur de la centralité, est au cœur des forces qui vont dans le même sens. Or, sans l'astrologie, l'humanité, elle part dans tous les sens, il faut quand même le dire. Et donc, l'astrologie permet à l'humanité d'avoir une unification, un rassemblement, une reconcentration qui reste quand même un élément essentiel pour l'évolution de l'humanité, au sens même darwinien du terme. Bon, donc effectivement, c'est pas une plaisanterie. Donc l'astrologie en tant que savoir traditionnel est presque passée du côté justement du peuple, de l'astrologie pour tout le monde, alors que l'astrologie réelle, l'astrologie intrinsèque, elle, au contraire, est du côté du pouvoir, du côté de l'élite, du côté de la monarchie, et du côté des dynasties. Donc on voit bien qu'il y a une véritable lutte des classes au sein même de la
de la société astrologique, au sein même de la communauté astrologique, puisque la plupart des astrologues sont de facto plutôt des gens qui défendent l'idée d'une astrologie pour chacun, et qui finalement, où ils déplacent le débat et ils disent voilà, on va étudier chaque personne en particulier, mais sans se situer sérieusement dans une problématique sociologique ou historique vraisemblable, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur la conscience. On pourrait bien entendu parler aussi, si l'on voulait, de la conscience de ce que l'on mange. La conscience, c'est très important de savoir comment on est fait de ce qu'on mange, mais aussi de ce qu'on entend, de ce qu'on accepte, de ce qu'on reçoit. Aujourd'hui, il ne semble pas que les gens aient conscience de ce qu'ils mangent. Ils n'ont pas conscience que on leur donne souvent des produits de substitution, des produits de remplacement. Et cette notion de substitution est très intéressante aussi, parce que précisément en phase nocturne de Saturne, en phase de disruption, on est dans un processus de substitution. C'est-à-dire que le chef, le vrai chef, est remplacé par un faux chef. Et par exemple, la notion même d'élection de président de la République est une sorte de mécanisme de substitution, une technique de substitution qui permet de fabriquer des chefs de façon totalement artificielle, de fabriquer même des événements de façon totalement artificielle, puisque l'élection crée un rassemblement de façon presque institutionnelle. En les États-Unis, on sait que tous les 4 ans, il y aura ce rassemblement, et ça dure depuis 200 ans, et plus. Donc là, on a une sorte d'artifice organisationnel de la société, de création artificielle des leaders, de création artificielle d'événements qui rassemblent et qui vient s'interposer avec la dynamique astrologique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la problématique de l'astrologie est si difficile à mettre en évidence, parce qu'effectivement, il y a d'autres facteurs qui jouent. Il y a un calendrier, même une multiplication de calendriers, parce que chaque pays a son calendrier, chaque pays a ses élections, à des dates différentes. Et tout ça, ça crée un fouillis d'événements, parce que qu'on le veuille ou non, les élections créent des événements, créent l'événement. Un fouillis d'événements qui vient se juxtaposer, se superposer au champ de l'astrologie proprement dite, au sens astrocyclologique du terme. Voyez-vous, donc effectivement, il y a ce qu'on pourrait appeler un bruit. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de parasites par rapport à la théorie astrologique. Et les astrologues sont souvent tentés on le sait très bien, ils sont souvent tentés d'expliquer astrologiquement justement ces événements artificiels qui sont produits par le calendrier électoral. Ils sont souvent très excités par les élections et c'est assez dommage parce que finalement, au lieu de véritablement faire des recherches sur la cyclologie et les dates propres à l'astrologie, intrinsèquement, ils vont se greffer sur le calendrier électoral. Et donc ce sont ces dates-là. On sait d'ailleurs aussi, par exemple, que le 1er janvier est très important pour les astrologues. Donc ça aussi, ce sont des dates qui sont fixées à l'avance, qui n'ont rien à voir avec l'astrologie, et qui déterminent aussi des prévisions annuelles, voilà, etc. Donc effectivement, l'astrologie, elle est effectivement, elle cache sa nudité sous des habits d'emprunt, et sa valeur intrinsèque est très très peu évidente actuellement. Donc effectivement, la nourriture, il faut être conscient de ce qu'on mange, conscient qu'on nous donne des produits de substitution, conscient également que dans la vie, souvent les gens se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, que grâce aux techniques, ils acquièrent des forces, des pouvoirs qui ne sont pas légitimes. Bon, il suffit de donner à quelqu'un un livre, il va lire, il va prendre la parole en lisant un texte dont il n'est pas l'auteur, et donc il va se substituer à l'auteur, donc on a des problèmes d'authenticité. La conscience, c'est aussi être conscient que
on nous donne des produits réchauffés, des produits frelatés. Et donc la conscience implique une exigence d'authenticité, exigence d'originalité, exigence que les choses soient pures, soient spontanées, soient authentiques. Et ça, malheureusement, on a souvent des produits, je pense aux films qui passent en boucle, les radios qui passent en boucle, les films à la télé qui passent en boucle, et les disques qui passent en boucle. Enfin, on est dans un système où finalement, on n'est pas dans le présent. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? La plupart des choses qu'on nous montre sont des choses qui ont déjà été faites dans le passé, qui sont ressorties. C'est une sorte de cyclicité, mais pas du tout la cyclicité astrologique. C'est une cyclicité, on nous ressort, on nous réchauffe des trucs. C'est des surgelés qui passent au micro-ondes, on les relance, on les ressort. Voilà, donc effectivement. Donc je veux dire par là qu'il faut aussi être conscient de tout ce qui vient parasiter le champ de l'astrologie, tout ce qui vient parasiter la perception des signaux cosmiques. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui sont capables d'y voir clair. Et je crois que c'est pour ça qu'il est très important que les gens aient une certaine humilité et comprennent qu'il n'y a qu'une élite extrêmement faible qui est capable de détecter dans la confusion aussi bien au ciel que sur terre, de détecter les véritables valeurs, les véritables signaux, alors que la population moyenne, elle est perdue, et donc elle prend en vrac tout ce qui se présente dans le ciel, je parle des astrologues, des astronomes, tout ce qui se présente sur Terre, et finalement elle est dans une forme de cécité. Donc on a besoin régulièrement, tous les 7 ans par exemple, de quelques personnes qui mettent les points sur les i et qui restaurent, qui rétablissent l'ordre des choses et qui font un peu le nettoyage, comme Hercule nettoyait les écuries d'Augias, qui font le nettoyage et qui lavent la vaisselle sale, la vaisselle qui donne l'impression d'une très grande diversité, parce que la saleté diversifie et la propreté unifie. Donc il faut régulièrement laver, toiletter les choses, enlever les bruits, enlever les parasites, enlever la saleté, la souillure, pour qu'on y voit clair et pour qu'on voit exactement ce qu'il en est. Et ça aussi, c'est seules les personnes qui ont une conscience de ce qui est sous-jacent, de ce qui est central, de ce qui est essentiel, peuvent mener à cette tâche. Et là, je ne sais pas, justement, au niveau du Forum de la conscience, si la question des leaders est une question qui a été abordée de front. Je ne me souviens pas qu'on en ait parlé clairement. Je pense qu'au contraire, il y a une invitation, et là, on va différer avec les organisateurs, encore qu'ils aient mis en avant quand même des personnages tout à fait remarquables, donc, dont il semble dire qu'effectivement, je pense qu'on parle à ce qu'on a dit sur Pierre Rabhi, sur Barbara Marx Hubbard, etc., sur Krishnamurti Gopal, ce sont des gens qui sont conscients des dysfonctionnements, qui sont conscients des pièges, des choses trappes, et qui mettent en garde contre les fausses solutions, les fausses explications, les faux semblants. Donc, quelque part, la conscience, oui, bien sûr, tout le monde doit avoir conscience, tout le monde doit prendre conscience, mais on prend conscience parce que l'on est quand même conscientisé par certains personnages remarquables qui montrent le chemin, qui sont les vigies, qui sont les phares de notre humanité, qui apportent de la lumière. Il y a des problèmes de ce qu'on appelle donc des personnages qui sont porteurs de lumière, qui éclairent le monde, qui le lavent de ses péchés, mais de ses péchés au sens de laver de tout ce qui a pu, ce qui vient interférer, tout ce qui vient souiller. Être conscient de la propreté, de la nudité des choses, derrière justement l'apparence de la complexité qui est en quelque sorte diabolique. Voilà.